Bonjour. Donc moi c'est Jérôme et ici c'est pour le média donc Parallèle Sud sur internet. Donc je te rencontre dans le cadre de l'arrivée de la Civise, la commission qui lutte contre l'inceste à La Réunion à la fin du mois. Mm, Euh, et du coup j'aurais aimé te rencontrer pour discuter un peu de toi, ton parcours et ton histoire, puisque ok. c'est un sujet que tu abordes beaucoup dans tes chansons. Oui, alors la CIVIS, c'est donc une commission sur l'inceste. Et c'est un sujet effectivement sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai choisi la chanson parce que pour moi c'était ma façon aussi d'en parler et puis de garder une certaine comment dire quand on te propose un répertoire des chansons, tu peux dire tout ce que tu veux, mais le fait de l'envelopper par le biais musical, c'est-à-dire que les gens ont cette liberté de saisir ce qu'ils ont besoin ou envie de saisir de ce que tu leur proposes. Donc moi, je peux déverser autant de rage, de colère, de tristesse ou de bonheur que je veux. Les gens qui écoutent, ils vont soit s'arrêter à la mélodie, soit s'arrêter certains vont chercher le texte, soit ils vont saisir une émotion, mais ça rend en tout cas la personne actrice de ce qu'elle veut savoir, de ce qu'on lui donne, de ce qu'on lui livre en fait. Et par ce biais-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été victimes d'inceste. Dans nos concerts, on est beaucoup en tournée en métropole. Et très souvent, on termine les concerts, il y a des gens qui viennent, qui pleurent, qui sont... Souvent, j'ai très peu de moyens, en fait, moi, c'est pas mon rôle non plus d'être là comment dire, certains prennent conscience de ça, de ce problème-là personnellement pendant le concert. D'autres laissent sortir les émotions à ce moment-là. Et souvent, nous, on est le premier réceptacle de tout ça et on est en première ligne, en fait, et pas formé pour recevoir ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'ici, à La Réunion, on m'appelle pour remplir des trous parce qu'il y a personne qui fait ce travail-là. Il y en a, mais il y en a très peu. Ils sont débordés. C'est-à-dire que des psychiatres, des psychologues qui sont formés spécifiquement pour intervenir sur le sujet de l'inceste, parce que c'est quand même quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est toute une culture carrément, c'est un formatage. On forme l'enfant, on l'éduque pour qu'il serve à ça, pour qu'on puisse, on lui apprend la vie de cette façon. Donc les codes, même si les parents meurent, même si tu te sors de cette situation, tu es formaté. Donc c'est comme si tu arrives dans la société avec, je sais pas, tout le monde joue au poker, puis toi tu te rends compte que tu regardes ton jeu, tu as une carte de poker et puis tu as un jeu de cette famille. Qu'est-ce que tu fais quand les autres ils annoncent leur jeu et tout? Tu fais semblant de jouer, mais tu sais très bien que tu peux pas. Ouais. Tu sais très bien, donc tu essayes de passer, de t'adapter, de faire semblant, mais t'as pas les codes. Et du coup, il faut tout réapprendre. Ouais. Donc il y a ça, et puis il y a plein de choses après qui sont de l'ordre des systèmes de défense que l'organisme a mis en place. Qui peuvent être des réactions de fuite, des réactions de déni, des réactions enfin, le traumatisme, si vous voulez, c'est comme un espèce une boîte, on va dire, c'est une boîte à l'intérieur. On aurait une boîte, je sais pas, dans une matière, je sais pas, en verre par exemple, une boîte en verre. Et tout est emprisonné, tous les traumatismes sont, ou le traumatisme, on va dire, c'est plein de petites choses qui forment ce traumatisme-là. Tout est condensé dans cette boîte et tant que la boîte est pleine, fermée, on s'en fiche, on fonctionne très bien.
Et puis à un moment donné, quelque chose de minime va se passer et ça va réouvrir cette boîte. Mais tout va nous exploser à la figure et on ne saura pas gérer. Donc ça peut donner des crises, des psychoses, ça peut donner des crises de violence, ça peut être de la dépersonnalisation, il peut y avoir des crises suicidaires, des choses, enfin, c'est des dépressions immenses. Toi, tu es passée par toutes ces phases-là? Je ne suis pas passée par toutes les phases, mais je suis passée par certaines phases. Et parfois, c'est pas très loin de décrocher, quoi, de dire que c'est fini, parce que c'est trop dur. Des fois, on aimerait juste faire reset et faire bon, ben, j'aurais pas ce passé-là. Enfin, voilà, comme si on aurait le droit d'oublier ça et de dire bon, ça n'a jamais existé, et on y va. Et en fait, tu peux pas faire ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette boîte, pour toi, dans ton cas, elle a pété, quoi, elle s'est ouverte? Ben, moi, j'ai la chance d'avoir pas fermé cette boîte, je crois, que j'en ai toujours parlé, même quand ça se passait, parce que j'ai toujours senti que c'était pas normal, que j'ai toujours souhaité que les gens sachent ce qui se passe. J'étais pas sûre que c'était... Parce que c'est vraiment un système, c'est-à-dire que même la société soutient aussi ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on parle pas de ce qui se passe à la maison, c'est intime, c'est tabou, c'est... Voilà. Les mots qu'on utilise, moi j'étais dans des écoles catholiques, et en fait, le système est un peu le même, donc il fonctionne de la même façon, ce qui fait que la parole de l'enfant n'a aucun, comment dire, on l'écoute pas. Ouais, il n'y a pas d'écho. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est comme je travaillais au quotidien, aux faits divers, j'allais tout le temps au tribunal voir les audiences, et j'étais en contact avec les gendarmes, les policiers, enfin voilà, tout ce qui constitue l'autorité judiciaire, on va dire. Et en fait, on nous a toujours dit, dès que je suis arrivée, ça, on n'en parle pas, c'est quoi le terme qu'ils utilisent, c'est familial, quoi, c'est familial, donc on n'en parle pas. Ouais. Ou alors quand c'est des mineurs, pareil, on n'en parle pas parce que c'est des mineurs. Les audiences pour les mineurs, on n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'assister aux audiences pour mineurs. Mais en fait, on n'explique pas pourquoi. Ouais. C'est comme si c'était évident, mais en fait, ça m'a toujours posé question, quoi. Non, mais il y a vraiment... Enfin, il y a plusieurs fois où je me dis que juste une parole, juste quelque chose de l'extérieur m'aurait permis de comprendre ce qui se passait et de pouvoir peut-être trouver un appui, un soutien pour sortir de cette situation-là. Oui, parce qu'en fait, tu te retrouves isolée. En fait. Oui, mais le truc, c'est que les fois où il y aurait pu avoir ce pas de côté, les gens l'ont pas, ils soutiennent vraiment le système en place, c'est-à-dire que dans les écoles catholiques, par exemple, je parlais avec des petits camarades, ils disaient oui, papa la tape à moins. Mais papa la tape à moins, ça peut être juste une petite calotte parce que tu as ravagé et tout. Tu sais pas les degrés en fait. Donc c'est normal. Donc tu me dis, ah oui, si mon père il me passe à tabac toute la nuit, que je peux pas me lever, que je vais pas pendant 3 jours à l'école, que j'ai des bleus partout, que je suis ouverte là toute la cuisse, c'est normal. Tout le monde se fait taper dessus. Il n'y a pas les degrés. Donc il y a une espèce de normalisation, de banalisation de la violence de base. Et puis le sexe, on n'en parle pas. Donc tu sais pas si c'est normal, ça l'est pas. Si moi, mon père, il m'a dit qu'il m'aimait, du coup, il m'a embrassée. Ah ben c'est normal. Où est le problème? Ah oui, d'accord. Mais moi, c'est qu'il m'oblige à faire ça, et ça se dit pas. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, comment il t'embrasse, comment il te le demande, comment il te l'impose, pourquoi, à quel moment, est-ce que c'est du chantage ou pas, enfin, tout ça, on le sait pas. Peut-être que tu peux revenir sur un peu les événements de toi que toi t'as subi pour au degré où tu veux bien sûr, hein, t'es pas obligé de tout dire, mais ce que tu as envie de dire pour qu'on puisse replacer un peu le décor. Mon père était gardien de prison et ça fonctionnait comme ça à la maison, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une parole ou une conversation avec lui, c'était juste vraiment des ordres. Et voilà, il avait une espèce de façon de toujours punir l'un à la place de l'autre, enfin d'instaurer une espèce de discorde entre mon frère, ma sœur et moi, pour qu'on ne puisse pas s'allier, je pense. Et puis ça a été comme ça très longtemps. Enfin,
Lui, à la base, je faisais de la musique parce que lui, il est passionné de musique. Il a toujours voulu être musicien, mais il n'avait pas les moyens. Donc, il a commencé plus tard quand, justement, il est devenu fonctionnaire. Donc, il s'est acheté des instruments. Il était autodidacte. Et il a voulu qu'on soit musicien. Donc, en tout cas, moi, c'était son objectif. Et il m'a mis au piano assez tôt. Mais c'était il n'était pas du tout pédagogue. Et puis, il est très autoritaire, comment dire, il me mettait une partition, il fallait tout de suite que je la joue, pas le temps de déchiffrer, pas le temps. Donc, j'étais obligée de ruser, en fait. Il fallait que j'avais appris tout le cahier de partition par cœur. Dès qu'il y en avait un nouveau, je me cachais le soir, je dormais pas, je me réveillais, j'allais déchiffrer. Parce qu'il fallait que je m'en sorte quand il allait me demander de jouer tel ou tel truc, parce que j'avais pas le temps de déchiffrer. Et sinon, il était violent. Sinon, il était violent. C'est-à-dire qu'il y avait j'étais au piano, il y avait la moindre hésitation. Il me voyait faire ça, parce que ça me grattait, et il me ruait de coups. C'est-à-dire qu'il fallait pas broncher. Et c'était un truc avec un stress immense et continu. Et sur plusieurs années, et pour que je tienne, il m'emmenait, par exemple, il y avait le Quai Gilbert, c'était un restaurant en bas qui s'appelle Chez Sully maintenant. Il y avait des concerts. Il m'emmenait visiter, la première fois il m'emmène visiter le lieu, il me dit, tu vois là il y a une scène, ils font des concerts, donc quand tu seras prête, on fera des concerts ici. Donc moi je continue à bosser parce que je me dis, allez, il va se passer quelque chose, c'est pas pour rien, enfin voilà. Et puis, à un moment donné, arrive la date du concert. Alors, il me faisait rencontrer le directeur. Donc, j'ai serré la main d'un monsieur. Je ne sais pas si c'était le vrai directeur ou pas, j'en sais rien. Mais c'était lui qui nous programmait. Voilà, on n'avait pas de répertoire. Mais ça, je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'on n'arrivait même pas au bout d'un seul morceau. Enfin, il me ruait de coups, on n'avait pas fini. Donc, et il chantait faux, en plus, enfin bref. Et du coup, à un moment donné, il voit que j'y crois de moins en moins. Il m'achète une tenue, il me dit c'est tel jour, il fait de la pub. Il m'avait acheté un petit haut avec un truc pailleté noir, enfin une tenue de scène. Et puis arrive le jour à chaque fois annoncé. Et là, c'est ma faute, on peut pas y aller, je joue trop mal, et puis je vais dormir en pleurant parce qu'il m'a rué de coups, quoi. C'était comme ça son éducation. Et sur plein de points, c'était assez compliqué. Et à un moment donné, ça s'est inversé, enfin ça s'est un peu transformé, on va dire, quand j'ai commencé à être un peu plus grande, vers 11-12 ans. Là, il a changé, il m'emmenait tout d'un coup, il m'emmenait à tous mes cours, parce qu'on avait des tonnes d'activités, on était suroccupés. Ouais. Et puis, il m'emmenait à tous mes cours de musique et tout ça. Et en voiture, il me racontait plein de choses. Donc, il faisait telle ou telle chose sexuelle avec cette femme, avec cette voisine, avec ceci, avec cela, que maman, elle se tapait un noir, que ceci, que cela, que enfin, plein de choses comme ça, que maman, elle s'endormait, et du coup, c'était pas intéressant, que voilà, bref. Et il me parlait de sexe comme ça, sans arrêt, à chaque fois qu'on était en voiture. Et du coup, j'avais comme un truc où je rentrais dans la voiture et c'était un mode... je m'éteignais, quoi. J'étais en off, quoi. Et le seul truc que je savais, c'était que lui n'avait pas le droit de me pénétrer. Que ça, c'était du viol. Ça, je le savais. Et ça, tu l'avais su comment à l'école? Je sais pas comment. Parce qu'il y avait un frère religieux au collège qui avait été accusé de pédophilie et ils ont ouvert une cellule pour recueillir des témoignages. Et c'est là que j'ai appris que ça, il n'avait pas le droit de le faire. Ouais. Et du coup, quand ça s'est arrivé, je me suis dit, bon ça, il n'a pas le droit, donc c'est fini, quoi. Dans ma tête, je me suis dit, c'est comme le pacte de mort, quoi. C'est le moment où je me suis dit, ok, ça va s'arrêter, parce que ça, je sais qu'il n'a pas le droit. C'est quoi qui va s'arrêter? Tout. Je savais que c'était fini. Enfin, après, ça a duré encore, mais je savais que ça, en tout cas, il n'avait pas le droit de le faire. Et qu'à un moment donné, comme je le savais, je pouvais faire quelque chose contre. C'est-à-dire que je pouvais le dire et il pouvait se passer quelque chose. Tu as l'impression que toi, finalement, tu as pu en parler quand même? Oui, parce que je savais au fond de moi que c'était pas normal et que j'avais confiance en ce que je ressentais, en ça. Et je sais pas, j'ai toujours fait beaucoup d'arts martiaux.
Et l'éthique est importante en arts martiaux. Et en fait, enfin, l'enfance qu'on a eue, il y avait pas de code, il y avait pas de règles. Simplement, c'était lui et son humeur. Et en fait, j'ai appris la musique où il y avait des codes et j'ai appris les arts martiaux où il y avait l'étiquette et que le code était, le cadre était le plus important que tout. Et ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé parce que je savais qu'on n'était pas dans le cadre, mais je savais qu'il pouvait exister des cadres et des codes. Et qu'à défaut, je pouvais en inventer si j'avais besoin de ça. Et ça m'a aidé à tenir. Et je pense que la boîte, l'exercice de cette boîte-là, c'est d'essayer de fluidifier les choses pour que justement tout redevienne liquide et que plus on parle du traumatisme, plus il se fluidifie, il est moins compact, il a plus de nuances, il est moins... Parce que parfois, certains, tu leur poses la question et ils racontent le traumatisme exactement de la même façon, d'une année sur l'autre, d'une interview à l'autre, avec n'importe qui, il sera toujours raconté de la même façon parce qu'il est cristallisé. Et c'est la cristallisation, le fait d'être figé sur quelque chose qui t'empêche de vivre parce que tu es bloqué quelque part. Et du coup, de pouvoir en parler, de pouvoir nuancer, de dire « Ah, j'ai avancé là-dessus, je pense plus de la même façon que je les raconte pas de la même façon que la dernière fois parce que j'ai l'impression que je le vis pas tout à fait pareil. » Et le pouvoir de remettre les choses en mouvement, je trouve que c'est une force incroyable et c'est la force de résilience à mon avis. C'est quelque chose qui fait en sorte que tu puisses encore avancer parce que tu fluidifies les choses, il n'y a rien qui te bloque. Tu peux avoir un point de vue différent, tu peux changer de filtre, tu peux essayer d'expliquer ou de pas expliquer les choses, mais en tout cas, tu as cette souplesse-là qui fait en sorte que tu peux encore avancer. Et te permettre de douter, peu importe, mais te dire que si tu n'es pas sûr, il y a toujours une mince chance pour que instinctivement tu saches quoi faire de ta vie et qu'il y a encore un espoir. Donc je sais pas. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé? De voir qu'il y avait des règles ailleurs. Donc le cadre scolaire m'a aidée parce que je savais ce qu'on attendait de moi et je pouvais me conformer à quelque chose. Donc j'étais très bonne élève. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles personne n'a jamais rien vu parce que j'étais très adaptée en fait. J'étais adaptée à j'étais une très bonne élève, j'avais des activités extrascolaires où j'avais des bons résultats, j'étais très adaptée. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que, comme tu disais tout à l'heure, on t'a appris à t'adapter à tout, Oui, quoi. T'as pas le choix. En fait, c'est de la survie quelque part. T'as pas le choix de t'adapter à ce qu'on... Sinon, tu peux pas t'en sortir, quoi. T'as pas le choix. Mais dans ces cadres-là, j'ai trouvé beaucoup de liberté, j'ai trouvé beaucoup je faisais du latin, je faisais le français, j'ai toujours aimé les langues, les sciences aussi, et puis la musique et le sport. Donc c'était quelque chose qui me parlait beaucoup parce que je voyais que ça avait des effets directs sur mon corps, sur comment je me sens mentalement, sur inventer des mots, c'est incroyable. C'est inventer des concepts, c'est inventer des choses... Enfin, la langue, c'est quelque chose de magique, quoi. C'est une richesse incroyable. Donc, il y avait toutes ces choses-là que j'avais la chance de pouvoir saisir. Et moi, ça m'a sauvée d'avoir ça à portée de main, de pouvoir m'en servir, de pouvoir m'évader là-dedans, quoi. T'as l'impression que, en fait, c'est comme si progressivement tu avais pu t'évader par d'autres moyens, entre guillemets, comme d'autres portes qui étaient ouvertes sur le côté, ou alors c'est un moment donné où d'un coup tu as repris vie, entre gros guillemets, quoi. Non, je crois que depuis toute petite, j'avais quand même quelques figures de l'aide, en fait, quelques figures qui m'ont été importantes. Quand j'ai commencé la musique, j'étais organiste à l'église et c'est un frère religieux qui m'a appris l'orgue
Et lui, il avait énormément de sagesse et de pédagogie. Donc, il voyait que j'apprenais très vite. Et à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à jouer dans les églises. Et la première fois qu'il m'a proposé de jouer, donc il m'a dit « joue un morceau que tu veux pendant l'offertoire ». Donc j'arrive et je joue un morceau de Georges Brassens. Le pornographe. Et puis j'ai joué Jean Ferrat aussi, La Montagne, je crois. Enfin bref, je joue ce que papa chante à la maison, en vrai. Mais lui, il est très sage, il me laisse finir le morceau. Il a bien vu les têtes outrées de quelques personnes qui ont reconnu, parce que je chantais pas, hein, j'étais juste à l'orgue. Mais certains ont reconnu que c'était pas un répertoire religieux, hein. Donc voilà, mais il m'a laissé terminer. Et puis la fois d'après, il m'a juste dit choisis là-dedans. Donc dans un répertoire. Mais il était d'une subtilité, il m'a toujours donné confiance en moi. Et il m'avait donné un appareil photo une fois où je faisais des photos argentiques et il m'aidait à les développer. Et je prenais des photos de plein de choses, de beaucoup de paysages, d'animaux, des choses comme ça. Et je me rappelle que ma mère avait regardé les photos que j'avais faites et il me dit « mais elles sont nulles ces photos, il n'y a personne dessus. Donc il n'y a aucun intérêt quoi ». Et lui, il me disait « mais non, continue », il me donnait des conseils et tout. Et donc il a toujours été comme... Enfin j'ai toujours eu la chance d'avoir une figure qui était un soutien, quoi, qui me valorisait. À tel point que ça faisait le grand écart quand même entre la maison et l'église, où à l'église j'avais l'impression qu'il y avait Dieu et moi. Quand le prêtre, j'en avais marre de son blablabla, je commençais mon morceau et puis comme j'étais petite, personne ne me disait rien, j'attendais une espèce de respiration. Je savais très bien que c'était pas fini, mais je me dis tiens, il est en train de tousser, on y va, clac. Donc j'avais une impression incroyable de pouvoir en fait, parce que je faisais chanter toute l'église, parce que quand toute la chorale descendait, j'étais obligée de faire des manips pour essayer de les ramener sur la bonne tonalité. Comment dire, ouais, c'était un exercice incroyable, et de sentir que tu dois ramener toute une foule à la bonne note et tout ça, comment tu vas faire et tout ça. Enfin, et c'était des choses où c'était de l'adaptation rapide, quoi. Et j'adorais ça quand même. Il y avait un défi, c'est-à-dire j'arrivais, je lisais, j'avais 20 minutes pour décrypter toutes les partitions que j'allais devoir jouer, et puis pour les exécuter après directement. Donc il y avait une part quand même j'aimais beaucoup ça, et ça valorisait énormément mes capacités. Enfin, et ça faisait une balance, quoi. Mais ça faisait d'un extrême à l'autre. Donc j'ai eu du mal à trouver un juste milieu, on va dire. Ça a pris du temps. Bah oui, tu m'étonnes, parce que c'est ça que je me posais comme question, c'est le fait que finalement, comme tu disais tout à l'heure, tu as appris la musique parce que ton père, il t'a mis à la musique. Ouais. Et c'était son rêve, etc. Donc à la fois, il y a ce poids quand même, enfin, c'est quand même quelque chose de lourd aussi, quoi, à porter. Et en même temps, t'as vécu des choses complètement différentes en fait avec la musique. Oui, puis surtout quand j'en avais besoin aussi, je prenais le casque, je le branchais sous le clavier pendant la nuit, et je jouais pour moi, quoi. Et ça m'a permis de pleurer, de garder des émotions en fait, parce que sinon j'en avais jamais. J'avais rien. J'avais un rire de façade qui est un rire nerveux, qui est toujours là, et que j'essaye de maîtriser ou de me rendre compte quand il est trop présent ou pas assez. Ça me donne des indices sur si je vais bien ou pas. Ça m'aide à savoir. Mais j'ai toujours été très joviale, très sociable, d'apparence, comme ça. Mais c'est un rire de façade, et en vrai, c'est un désert, c'est une forêt brûlée, quoi. C'est très compliqué, donc de trouver. Et puis j'avais pas, pendant longtemps, j'avais pas de filtre non plus, parce que je savais pas ce qui se disait, ce qui se disait pas. Donc tout ce qui était de l'ordre de l'intime, la première interview que j'ai donnée, le gars est sorti, était traumatisé, il a appelé mon producteur, il a dit mais faut pas qu'elle réponde comme ça à tout le monde, hein. Donc on n'a pas j'avais pas une jauge
de ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui est un danger, ce qui ne l'est pas. Donc n'importe qui, je me livre à n'importe qui, je fais confiance très facilement. Et après je me relève, je sais comment faire, je m'en fous d'être déçue, j'aime quand même faire confiance aux gens, donc je continue quand même si je sais que je vais encore me faire avoir et qu'on va me péter la gueule, c'est pas grave, je préfère faire confiance quand même, mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui était complexe quoi, pendant longtemps. Mais du coup, grâce à la musique, ça t'a permis quand même d'arriver à extérioriser cette partie d'émotion qui était bloquée un certain temps. Quand je jouais enfant pour moi toute seule avec le casque, ça me permettait de pleurer. Donc c'était déjà beaucoup parce que ça me permettait de rester humaine, quoi. Et puis même si je savais pas trop toujours pourquoi je pleurais, mais ça me faisait du bien et ça me permettait de le faire. Et plus tard, après, j'ai arrêté la musique d'un coup, parce que là aussi, il y avait eu une part où j'étais au conservatoire en flûte traversière et j'avais un prof que je voyais toutes les semaines pendant 45 minutes, pendant des années. Des fois, j'arrivais, j'avais les doigts pétés, je pleurais, j'avais pas bossé. Déjà, il a pris 4 ans ou 3 ans à se rendre compte que je déchiffrais en cours, que j'avais jamais bossé chez moi et que j'arrivais, je déchiffrais son truc et que je bossais pas. Il a pris 3 ans à s'en rendre compte. Et puis quand j'arrivais et que j'avais les doigts pétés, j'avais des trucs, jamais une question, jamais il s'est... Enfin, je me dis, tu as un élève, tu es tout seul avec lui pendant 45 minutes, toutes les semaines, tu poses jamais une question sur ce qui va pas, ce qui s'est passé, rien. Au final, est-ce que tu as pu trouver une certaine forme de reconnaissance au niveau de la justice? Non, au niveau de la justice, il y a eu normalement une plainte qui a été déposée par ma mère, mais il n'y a jamais eu les gendarmes qui sont venus, donc ils ne se sont jamais présentés pour venir chercher mon père. Donc je ne sais pas si c'était prévu ou pas qu'ils viennent le chercher, mais en tout cas, il n'y a pas eu de résultat à cette plainte déposée. Et ma mère, elle voyait pas de finalité autre que elle s'est dit dans sa tête, elle s'est dit bon ben je lui ai dit d'aller attendre les gendarmes, ils vont venir et puis avec un peu de chance il va se tuer, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est le seul recours qu'elle voyait aussi, parce que de toute façon il était gardien de prison avant. Qu'est-ce qui se passe quand tu passes toi de gardien de prison à derrière les barreaux pour un fait d'inceste ou de pédophilie? Tu te fais défoncer la gueule, donc il n'aurait pas survécu longtemps non plus en prison. Donc il le savait très bien. Donc il y a aussi un truc où il n'y a pas de... Enfin, c'est très complexe parce qu'on est doublement puni, c'est-à-dire que moi j'ai pas le droit, je me dis la justice m'a abandonné, elle a abandonné mon père, elle l'a livré, elle est pas intervenue. La justice est là pour protéger tout le monde normalement. En arts martiaux, ce qu'on apprend, c'est pas à péter la gueule à l'autre, c'est à se protéger mutuellement, c'est-à-dire que même celui qui t'attaque, tu te dois de le protéger de lui-même. Donc c'est pas de la justice pour moi. C'est trop lent, le système il est pas adapté, on fait rien pour ça, il y a pas assez de prise en charge même d'hommes qui ont peur de leur pulsion. Il y a très peu de choses mises en place avant qu'ils agissent, parce que tant qu'on considère que ce sont des monstres qui sont à part de la société, que ça doit être écrit sur leur gueule et qu'ils attaquent des gens dans les ruelles sombres et que c'est rare, on va pas s'en occuper. Mais ça arrive à tout le monde, il y a tellement de chiffres. Ça arrive il y a 1 ou 2 voisins, c'est sûr que ça se passe à côté de chez toi. Alors, il faut prendre ça en charge, ce sont des gens comme tout le monde. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé une photo de mon père une fois, après que je leur ai raconté mon histoire. Et dans sa tête, c'était un monstre horrible et tout ça. Je lui ai montré une photo, elle fait « il était beau, il a l'air normal ». Et je lui dis « mais oui, tu t'attendais à quoi ? C'est pas écrit sur sa gueule que c'est un monstre. Oui, c'est un gars normal ». Et ça peut être n'importe qui en fait. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait plus de structures qui viennent en aide à ces hommes aussi, et femmes, qui ont des systèmes de... Il faudrait leur dire que c'est une maladie et qu'elle se traite, qu'elle peut être prise en charge, qu'on peut faire quelque chose en amont
Pas juste les punir à la fin quand tout est passé et qu'il y a eu des crimes et des trucs dans tous les sens. Il n'y a pas de prévention. On n'ose même pas parler aux enfants d'éducation à la sexualité dans les écoles. Comment on veut les mettre au courant qu'il faut qu'ils disent non, que c'est quoi le consentement, alors que ça commence dès tout petits. En maternelle, ils se font déjà faire des attouchements. Il y a même des pénétrations aussi. Il y a tout. Il y a déjà tout dans ces âges-là. À quoi ça sert de ne pas leur dire? Il faut adapter le récit. Il faut leur expliquer. Il faut éduquer à ça. Effectivement, qu'on va pas leur dire, on va pas leur expliquer ce que c'est une pénétration enfin, pas avec les mots savants ou avec les mots, mais on va leur expliquer que leur corps leur appartient et que même ton père ou ta mère ne peut pas t'imposer certains gestes sous prétexte de mieux te laver ou de mieux je sais pas quoi ou de jouer avec toi. Si tu n'es pas d'accord, tu dois te faire entendre et tu as des soutiens, parce qu'il faut leur apprendre à reconnaître quand c'est pas une situation normale, et quand tu es tout petit, c'est compliqué. Tu es livré à tes parents. Tu connais comment que ça, tu fais en fait. T'es élevé là-dedans, tu connais. Et du coup, la seule autre porte de sortie, c'est l'école. Donc c'est en ligne directe, c'est les professeurs. Et comment, quand tu es professeur d'une classe, que tu n'as pas de formation, que tu vois pas ce qui se passe, que tu reconnais pas les signes, que tu entends pas ce qu'un petit peut te dire, ce que ça veut dire, comment tu fais quand tu sais qu'il y a, en moyenne, 3 élèves par classe qui vivent l'inceste ou une situation de pédophilie ou de... Comment tu fais? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui les choses sont en train de commencer à évoluer ou à peine ou pas du tout? Bon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux. Il y a de la parole qui se libère, ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas parce que 3-4 personnes vont pleurer sur tel témoignage qui était super triste que les choses vont bouger toutes seules. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre les choses en main et puis en parler le plus possible, le plus souvent possible. Et c'est pour ça que je fais ça. C'est pas pour raconter qu'est-ce qui s'est passé moi dans ma pauvre petite vie de petite gamine, que tant pis, c'est fini, on pourra rien pour moi, on s'en fout. Et moi je me relève comme je peux. Par contre, on peut faire quelque chose pour les autres, pour éviter que pour reconnaître ces situations-là, pour les enlever le plus tôt possible de ces situations-là, parce qu'il y a le chemin est terriblement long, mais il n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de regarder les choses en face, d'en discuter et puis de l'amener loin, de faire des lois, de les faire appliquer surtout. Parce que les lois, il en existe des lois. Mais quand est-ce qu'elles sont appliquées? Quand est-ce que les formations sont vraiment données aux gens qui sont en première ligne? Jamais. Il y a des infirmières qui m'appellent moi. Je n'ai aucune formation. Je fais juste des chansons qui parlent d'inceste. Qu'est-ce que tu veux que j'intervienne avec des jeunes? Je n'ai aucune formation. Ils m'appellent moi parce qu'il n'y a personne pour les entendre, ces jeunes-là. Parce qu'ils espèrent que ça va les aider. Mais je ne suis pas thérapeute. Je ne peux pas remplir des trous qui sont laissés par le gouvernement, par les gens qui sont en droit et en devoir de mettre des choses en place. Je ne suis pas là pour boucher des trucs. Enfin, ça, c'est pas normal. Donc j'espère que la Civis vient pour quelque chose de concret et qu'on va essayer qu'on va faire des choses, mettre des choses en place pour que ça soit encadré, mais de toutes parts, que les gens qui souffrent de ces pulsions-là, soient pris en charge en amont, que aussi la réinsertion sociale puisse se faire, parce que c'est pareil, on les parque en prison, et puis quand ils ressortent, ils ont un casier judiciaire à vie, aucune possibilité de repartir à zéro, je veux dire. Alors je dis pas qu'il faut qu'ils sortent et ils soient blancs comme neige, c'est pas ça le but. Mais si tu n'as aucune autre perspective que de toute façon tu es un monstre dans la tête des gens, pourquoi tu vas te casser le cul à changer? Mais tu vas faire ce que tu as toujours envie de faire et point barre. Donc ils récidivent. Ils n'ont aucune autre perspective. Qu'est-ce qui va les motiver à changer? Donc c'est ça. C'est beau, hein, comme monde. Et tu vas rencontrer les gens de la Civis du coup? Bah je sais pas, j'ai vu qu'ils avaient
un truc mardi. Ouais. C'est quoi? À C'est un Saint-Denis. colloque? C'est une Mais il va y conférence? avoir des témoignages, c'est comme un peu des conférences, des témoignages. Ouais. Il y a des associations qui seront présentes. Après, Après, j'en ai fait des tables rondes, hein. J'en ai fait des ouais, trucs comme ça. j'imagine. J'ai jamais vu que ça bougeait tant que ça. Donc, je dis pas que c'est inutile. Je suis très contente que ça se fasse. Mais je crois que je me consacre à ce que je peux faire. Et donc, je donne des interviews quand je peux. Et puis, je travaille sur ma matière artistique. Et c'est là où je trouve le plus de résultats pour ma vie, en tout cas. Ouais. Donc, voilà. Après, j'ai pas abandonné C'est juste qu'il y a tellement de choses à porter et enfin, c'est compliqué parce que sous prétexte que tu as une personnalité publique, les gens ils essayent de mettre dans tes mains tout ce qui n'a pas d'endroit et on se retrouve. Enfin, moi je suis complètement démunie quand un concert sur 3, il y a des gens qui me pleurent dans les bras et que des ados, des personnes âgées, parce que ça arrive à leurs enfants, et parce qu'un père il est sorti comme ça, il a dit c'est mon fils et ma fille, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois choisir entre les deux? Qu'est-ce que je fais? Mais j'en sais rien moi, je sais pas. Je sais pas, je suis désolée, je peux juste pleurer avec vous, mais je peux rien faire. J'ai même pas un conseil à vous donner, je sais pas quoi faire. Et il y a une ado qui me demandait mais comment j'ai fait pour parler, mais si on me croit pas, et je sais pas, j'ai écrit plein de choses pour lui donner de la force, pour essayer mais je peux rien faire, j'ai pas d'outils et je saurais même pas, à part leur dire oui croise les doigts, essaye de trouver quelqu'un qui te croit et qui te prend en charge en connaissance de cause. Il y a la moitié des gens à qui tu vas parler, enfin même plus de la moitié, qui vont jamais te croire, soit te dire ah c'est triste et s'en foutre, soit il y a personne qui va t'aider en vrai, parce que chemin individuel. Ça devrait pas être un chemin individuel, c'est un chemin avant tout sociétal, parce que c'est quelque chose de global et c'est vraiment basé sur un système qui le soutient. Donc c'est tout un système à foutre par terre, et ça tu peux pas le faire avec tes petites épaules de chanteuse de Maloya, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire moi? Ouais. c'est pas possible. Ouais. Mais bon, je continue. Même si ça sert à rien. Si, ça sert énormément, on dit les retours que ça. Oui. Là je pense qu'on va, je vais le proposer à mon producteur. J'ai essayé de penser à une formule où, dans les tournées qu'on va faire, les concerts qu'on fait, d'avoir un soutien peut-être des EPSMR, enfin des cellules de santé, pour essayer d'avoir peut-être quelqu'un de formé qui puisse nous accompagner, enfin en tout cas certaines salles qui puissent avoir quelqu'un. Je sais pas si c'est possible, mais on va essayer de voir s'il y a une piste là-dessus, parce que des fois je suis pas sereine. Il y a une personne, je me rappelle dans la dernière tournée, elle était en face de moi, elle hurlait, elle avait des sanglots pendant qu'on chantait et tout, elle était juste en face, et nous on continue parce qu'on est payé pour ça et qu'il faut qu'on le fasse, et que les gens ils sont là pour écouter et on doit leur donner ça. Et dès qu'on chantait plus doucement, que c'était plus calme et tout, elle mordait dans son truc et tout, c'était encore plus horrible. Donc, et elle a quitté le truc à la fin de ce concert. Je sais, il y a juste un moment où il y avait un duo un peu plus calme, un duo vocal avec Teddy, le tromboniste, où on chantait ensemble. Et là, j'ai échangé un regard avec elle, où j'ai senti qu'elle était plus apaisée. Mais je sais qu'après, il y a Cap Cap, la chanson qui parle vraiment de ça et qui est avec des trucs où des gens, j'ai déjà vu des gens qui sont allés vomir, quoi, parce que c'était trop. Et je sais que ça vient juste après. Je me dis, on y va. Et je suis désolée, je la regarde, je suis terriblement désolée, mais je ne peux pas. Et puis je me dis, peut-être cette personne elle est partie, elle est en dépression, peut-être elle est allée se jeter d'un pont, j'en sais rien. J'ai aucune prise sur ce qui va se passer. Je ne sais pas si elle était prête à recevoir ça, je ne sais pas quelle préparation elle a, comment elle est au clair ou pas avec son histoire. Moi, ce que je vis, c'est juste cette émotion-là qui est là, soudaine, et que
je peux pas l'aider non plus. Je peux pas lui prendre la main et arrêter le concert. J'ai pensé hein, à le faire. Je me suis dit, je vais la voir, je lui prends la main. Faut que quelqu'un fasse quelque chose, Et non, t'es filmé, ça passe en direct, t'as les directeurs qui sont là, t'as le timing à respecter, t'as le producteur qui attend, il y a les ventes de CD. Tu peux pas. T'as les musiciens qui sont là, qui donnent tout ce qu'ils ont aussi pour faire le concert, pour tenir, que j'essaye de pas les mettre en première ligne aussi et de recueillir les témoignages ou les trucs d'être souvent. Alors ils en ont aussi quelques-uns parce qu'il y a des gens qui viennent les voir, mais j'essaye qu'ils soient pas en première ligne et que ça les bouscule pas trop. Mais on ne devrait pas avoir à gérer tout ça. Mais c'est un vrai problème sociétal. Et c'est dur parce qu'en plus, toi, tu es la mieux placée pour savoir que, en fait, une personne qui te tend la main, à certains moments, ça peut te sauver la vie. Oui, et qu'il faut que j'essaye de le faire aussi. Alors, cette personne-là, ça s'est plutôt bien terminé parce que 3-4 jours après, j'ai reçu un message. Elle m'a écrit un message pour me dire merci, que ça lui avait fait un gros nettoyage de printemps, que machin. Enfin bon, bon, j'étais un peu rassurée. J'étais là, bon, ok. Mais bon, tu sais pas sur combien de personnes que tu vois pas réagir comme ça, comment elles sortent, dans quel état. Et des fois, c'est beaucoup de responsabilités. Tu te dis, ben, ça devrait juste, c'est de la musique, tu vois, tout le monde s'en fout, c'est léger. Mais en fait, non. Un espace d'expression à ces émotions qui sont. Oui, et que c'est nécessaire. Je sais que c'est nécessaire. Mais moi non plus, je suis pas accompagnée là-dedans. Et c'est très compliqué de recevoir tout ça. Et quand on rentre de tournée, que j'ai enchaîné une vingtaine de concerts où il y avait des trucs comme ça où tu les enchaînes parce que tu fais de la route, tu arrives, tu poses tes valises à l'hôtel, tu vas faire tes balances, tu manges, tu fais ton concert, tu reçois tous les témoignages, tu signes les albums, machin, tu rentres, tu dors, tu recommences le lendemain et c'est comme ça sans arrêt. En général, on a 1 ou 2 jours off dans les tournées et c'est pour voyager. Donc c'est parce que c'est des distances qui sont trop longues pour les faire en une seule fois. Donc c'est un gros truc et puis quand tu arrives, paf, t'es abandonné en fait. T'es là, hop, retourne à ta vie et tout ce truc-là, ça revient, c'est des flashs et il n'y a aucun accompagnement non plus pour déjà les artistes qui sortent de tournée, c'est compliqué. C'est un état déjà, t'es dans une bulle enfermée où t'es entraîné à fonctionner. C'est 2 heures de concert tous les soirs, c'est quand même beaucoup. Enfin, il y a un truc à garder, donc c'est un peu enfin, tu dois avoir une hygiène un peu de vie, tu dois réussir à tenir, et puis tout d'un coup, tu arrives, et puis faut que tu reprennes ton rôle, que tu fasses à manger pour tes enfants, que tu continues à bosser sur tes trucs, faut que tu continues à fonctionner, et en fait, t'as tout tout d'un coup ça décante et t'as tout qui revient par flash et puis souvent moi je tombe en dépression parce que c'est trop dur. C'est beaucoup de choses que t'as pas le temps de vivre en fait et qui arrivent après et puis ça secoue énormément parce que mon propos mélange tout, mélange ma vie, mélange mon travail, mélange les rapports que j'ai avec les gens et tout ça et tout ça c'est quand même très ça prend beaucoup d'espace quoi. Et c'est pas simple. Après, je saurais pas faire autre chose, malheureusement. Ouais. J'aimerais bien, des fois. Mais je me sens pas capable de faire autre chose. Peut-être il faut que j'essaye plus, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais tu t'es tournée vers peut-être des associations qui pourraient t'aider sur ces sujets-là spécifiquement? Pour t'accompagner avec, je sais pas. J'ai essayé, j'avais un suivi avec une psychiatre. Des moyens, tu vois, pour... déjà, les associations, elles sont complètement dépourvues de moyens. Et puis c'est des gens souvent qui ont été victimes d'eux, qui ont allé 1 ou 2 personnes peut-être qui sont référentes parce qu'elles ont une formation peut-être, mais elles sont débordées en fait. Et puis pas rajouter des trucs à les gens qui sont en première ligne, il y en a tellement qui sont en train de qui vont tellement mal que c'est des urgences vitales en fait. Tu vas pas prendre la place de ces personnes-là. J'arrive à tenir debout, je continue. Mais c'est on manque de moyens, on manque de référents, on manque de tout. Si tu as un message à faire passer là pour s'il y a des personnes qui ont la possibilité de faire quelque chose et qui vont voir cette vidéo, qu'est-ce que ce serait?
d'essayer de supporter le plus possible le système de santé aussi public, parce que ce soit des élus, si c'est des élus notamment, d'essayer de supporter ce système à tout prix, parce qu'il a été totalement démantelé, il est de plus en plus inefficace et débordé, et pour des raisons économiques, parce que effectivement, c'est pas un public qui te rapporte de l'argent, c'est des gens qui vont mal. Ils vont pas payer pour aller mieux, ils peuvent pas de toute façon. Merci beaucoup Anne pour ton témoignage et surtout pour le message que tu passes aujourd'hui qui est quand même super fort et je pense qu'il va toucher beaucoup de monde. Merci beaucoup. Bon courage, bonne continuation à toi.